c'est peut-être de commencer à la fin de la saison des pluies, période sèche donc, janvier, février, mars, avril, la période de l'année où vous construisez votre structure, sur le carrelage, les enduits des murs intérieurs, les plafonds, l'électricité, la plomberie, enfin beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de la maison et qui sont faisables malgré un temps de pluie. Mais bon, on ne choisit pas toujours exactement à quel moment de l'année les bonnes opportunités arrivent. Alors vous pouvez anticiper vos commandes, mais c'est pas toujours facile, surtout quand on est promoteur, qu'on fonctionne avec des termes de paiement. La clientèle du passé a été satisfaite. Est-ce que tout a toujours été bien fait par ce promoteur? Est-ce que c'est une personne de confiance? Pour ça, j'ai toute une chaîne YouTube qui explique comment se protéger et comment bien choisir ses investissements immobiliers. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de construction, de chantier et spécifiquement de retard de construction. C'est un sujet qui concerne à peu près tous les investisseurs immobiliers en Thaïlande. Il y a toujours des retards sur la construction, quasiment toujours. Ceci dit, c'est pas que en Thaïlande, c'est un peu partout à travers le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais passer un petit peu ces points en revue et vous expliquer un peu ce qui cause les retards qu'il y a sur les chantiers, parce que je suis moi-même promoteur et donc je connais aussi un petit peu les raisons pour lesquelles des fois on a des problèmes qui sont bien au-delà de notre contrôle. Et le but, en fait, c'est juste que vous compreniez ce qui peut causer un retard, ce qui n'est pas de la faute d'un promoteur, comment vous protéger aussi contractuellement, parce que vous pouvez négocier avec le promoteur des pénalités de retard, mais il faut aussi qu'elles soient raisonnables pour que le promoteur accepte ces conditions. Donc je vais un peu passer à travers les différentes raisons pour lesquelles on prend du retard sur les chantiers, vous expliquer comment ça fonctionne, vous expliquer comment contractualiser tout ça, et puis ce sera tout pour cette vidéo. C'est parti. Le premier point, le plus évident, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la pluie. Alors il y a beaucoup de pluie en Thaïlande, surtout dans les zones comme Phuket et Koh Samui. Alors Koh Samui, il y a quand même moins de pluie qu'à Phuket, mais de manière générale, le problème avec la pluie aussi, elle n'est pas très prévisible. Donc en fait, on pense qu'il y a une saison des pluies qui est assez régulière en Thaïlande, puis c'est pas vraiment le cas en réalité. Parfois, on a des moments où il y a énormément de pluie alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Parfois, c'est l'inverse. En général, à Samui, la saison des pluies vient en plutôt novembre, décembre, un peu plus tard qu'à Phuket. On est de l'autre côté d'une chaîne de montagnes, c'est pour ça, les vents sont déréglés, on est dans le golfe ici. Phuket, c'est dans la mer d'Andaman, et donc à Phuket, la saison des pluies vient beaucoup plus tôt qu'à Samui. Mais en fait, finalement, là, on est en mois de mai, par exemple, et puis on a eu des très grosses pluies suite à l'été, alors que c'est pas forcément un truc qu'on voit chaque année. Donc voilà, les pluies sont pas prévisibles. Et le problème avec ça, c'est forcément que si vous faites du coulage de béton, si vous êtes dans les fondations construites au niveau de la structure avec une charpente, forcément vous êtes bloqué. Implique que les fondations, vous les creusez, elles se remplissent d'eau. Si vous construisez la piscine et que vous avez déjà le bac mais que vous voulez carreler, vous pouvez pas, parce que tous les jours vous avez de l'eau qui vient en plus. Vous pouvez pas bétonner des dalles en béton. Tout devient beaucoup plus compliqué avec la pluie. Sur une année, un promoteur peut avoir 60 jours où il peut pas travailler. Parfois ce sera plus, ce sera 100. Et forcément, ces retards-là sont imprévisibles. Et donc c'est difficile pour un promoteur de vous dire oui, je vais faire la maison à exactement 8 mois. Ça pourrait aller plus vite parce qu'il y a moins de pluie, ça pourrait aller beaucoup plus lentement parce qu'il y a plus de pluie. Et ça, c'est un élément sur lequel le promoteur n'a pas le contrôle et ne peut pas vraiment se défendre. La seule chose intelligente à faire, c'est peut-être de commencer à la fin, de la saison des pluies, période sèche donc, janvier, février, mars, avril. Et c'est la période de l'année où vous construisez votre structure. Et comme ça, quand la saison des pluies arrive, vous avez déjà une toiture, ce qui fait que les ouvriers peuvent travailler sur le carrelage, les enduits des murs intérieurs, les plafonds, l'électricité, la plomberie, enfin beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de la maison et qui sont faisables malgré un temps de pluie. Mais bon, on ne choisit pas toujours exactement à quel moment de l'année les bonnes opportunités arrivent. On ne choisit pas non plus exactement à quel moment est-ce qu'on se retrouve liquide pour investir en immobilier. Donc parfois, c'est au milieu de la saison des pluies et c'est donc quelque chose qu'il faut anticiper. Préparez-vous à avoir jusqu'à 60 jours de retard sur un bien immobilier juste en raison de la pluie. Une deuxième chose, et c'est plus spécifique à Koh Samui qu'à Phuket, c'est les livraisons des matériaux. Alors ici, on est sur une vraie île, donc tout doit venir en ferry. À Phuket, on est sur une île presqu'île parce qu'il y a une route qui connecte directement au continent, donc c'est plus facile pour l'approvisionnement à Phuket. Mais ici, ça arrive qu'il y ait des ruptures de stock sur l'île, que les commandes puissent prendre énormément de temps. Ça arrive effectivement que vous commandiez quelque chose de Bangkok et pour des raisons logistiques, ça peut être de l'acier, des briques, ça peut être un équipement que vous trouvez pas forcément à Samui à l'instant T. Pour des raisons logistiques, ça arrive en 60 jours plutôt qu'en 30 jours et vous pouvez absolument rien faire par rapport à ça. Alors vous pouvez anticiper vos commandes, mais c'est pas toujours facile, surtout quand on est promoteur, qu'on fonctionne avec des termes de paiement. Quand un investisseur fait un dépôt de 30% au départ pour la construction du chantier, pour la construction de la structure, vous n'avez pas assez de budget pour déjà aller commander tous vos carrelages et absolument tout anticiper et peut-être pas forcément un endroit où stocker tout ça. Donc forcément, vous devez aller avec le roulement du cash, avec les paiements de l'investisseur, ce qui fait qu'il peut y avoir des retards qui sont engendrés par ça. Et ceci dit, il y a des ruptures de stock concrètes à Samui, j'en ai vu plusieurs. Quand ça arrive, c'est très problématique. Il faut aller chercher beaucoup plus loin et comme beaucoup de personnes font exactement la même chose que vous, les sociétés de livraison se retrouvent débordées et ça peut causer des retards parfois sur cette petite île qu'est Koh Samui. Ensuite, il y a une autre chose qui est assez technique, c'est la main d'œuvre locale. Alors il faut savoir que
ici, la majorité des ouvriers sur les chantiers sont des Birmans, donc ils viennent de Birmanie, le pays qui s'appelle aussi Myanmar, des fois ça porte à confusion, le pays voisin à la Thaïlande. Alors c'est un pays, je ne ferai pas un sujet géopolitique dans cette vidéo, mais vous pouvez vous renseigner en ligne, un pays qui a beaucoup de difficultés économiques, politiques, enfin bref, la situation est très tendue en Birmanie, et le pays est quand même très pauvre, ce qui fait que beaucoup de Birmans viennent en Thaïlande pour travailler, surtout sur les chantiers, et dans d'autres métiers d'ailleurs, la restauration, l'hôtellerie, on voit beaucoup de Birmans un peu partout. C'est peut-être pas toujours facile à faire la distinction en tant qu'étranger, mais une bonne partie des gens avec qui vous allez interagir si vous venez en vacances à Koh Samui seront des Birmans. Et ces Birmans-là, en fait, travaillent en Thaïlande simplement parce qu'un salaire moyen en Thaïlande est beaucoup plus haut que ce qu'il serait en Birmanie. Et on a beaucoup, en fait, de ces saisonniers ou des personnes birmanes qui viennent en Thaïlande bosser pendant 6 mois, 1 année. Et j'en connais pas mal puisqu'il y en a sur notre chantier qu'on engage directement. Et je discute assez souvent avec et je comprends qu'en fait, un salaire en Thaïlande et la qualité de vie qu'ils peuvent avoir ici pendant le temps qu'ils travaillent ici est tellement bonne que ça leur permet de couvrir leurs propres besoins, mais aussi de couvrir les besoins de leur famille en Birmanie. Et donc c'est un peu une mission que prendra par exemple un fils dans une famille d'aller en Thaïlande quelques années travailler pour amener de l'argent en Birmanie. Et il faut savoir que ces gens ne restent pas forcément toujours dans le long terme, donc il y a beaucoup de turnover, il y a des gens qui viennent et des gens qui partent. Et le recrutement est quand même très technique, l'aspect légal du recrutement est aussi très technique, parce que vous devez faire un permis de travail pour chacun de ces Birmans et vous devez leur donner, je sais pas le mot exact, mais chaque Birman a un permis de travail spécifique à ce qu'il fait. Si quelqu'un qui fait des blocs ou de l'acier ou s'il fait de la charpente, c'est pas forcément les mêmes permis de travail, donc le sujet légal est quand même relativement complexe et il se peut par période que le recrutement soit très difficile et que société de construction ou société de promotion soient en retard parce qu'il manque de main d'œuvre. Et quand vous êtes sur une île comme Koh Samui, forcément vous devez aller chercher de la main d'œuvre en dehors de l'île, à savoir à Bangkok ou directement avec des agences qui positionnent, des agences de recrutement qui positionnent des Birmans en Thaïlande qui veulent venir travailler ici. Et ça, c'est aussi une autre raison pour laquelle des fois les chantiers ont du retard malgré eux. Si beaucoup de personnes partent en même temps et qu'ils ont de la peine à recruter des nouveaux ouvriers, c'est un problème qui arrive assez fréquemment et qui bloque le chantier, en tout cas qui le ralentit. Et puis après, il y a aussi le sujet de la file d'attente. Donc à Koh Samui par exemple, il y a une file d'attente si vous demandez l'électricité au département de l'électricité, le PEA. Pareil, si vous demandez de l'eau au PWA. Quand vous demandez un permis de construire, il y a une file d'attente aussi. Il faut savoir que la mairie a une pile certainement comme ça haute de demandes de permis de construire en attente. Et parfois, le traitement de la demande peut être très long avant que vous receviez le permis de construire. Et c'est normal qu'un promoteur vous fasse prendre une réservation sur une villa avant d'avoir reçu le permis de construire. Si tous les plans sont légaux, que votre avocat a fait une due diligence, que tout est en ordre, de toute façon le permis de construire va être accordé. Donc le promoteur ne veut pas prendre le risque de faire tous ces permis de construire si ensuite il n'a pas vendu toutes ces villas. Donc en général ils vendent d'abord, ils vont chercher le permis de construire après. Et c'est pour ça que ça vaut la peine des fois quand vous faites un contrat avec un promoteur, déjà de vous assurer que la demande pour le building permit soit prête, donc tous les plans d'ingénieur, que tout a été déposé à la mairie pour faire le building permit, et peut-être mettre la date de livraison de la villa à partir du moment où le permis de construire a été issu par la mairie. Ça peut éviter les problèmes de communication. Si le promoteur doit attendre 2 mois avant de commencer la construction, vous risquez d'être un peu en panique si vous avez payé 30 ou 35% pour un dépôt de villa et que le chantier ne commence pas encore. Donc c'est important de clarifier ces choses-là avec le promoteur. Maintenant aussi, en parlant de contrat, quand vous faites un contrat avec un promoteur, comment vous protégez des pénalités, comment vous protégez des retards en ayant des pénalités de retard? Alors en général, il faut déjà donner une période de 60 jours de flexibilité. Donc si par exemple vous achetez une villa aujourd'hui, en juin par exemple, vous discutez avec le promoteur pour comprendre quand est-ce que le permis de construire va être prêt. S'il estime que ce sera juin, juillet, vous dites dans le contrat que la période de construction commence en juillet, quand le permis de construire a été issu. Et ensuite, s'il estime que la construction prend exactement 1 an, pour juillet l'année prochaine, vous devez laisser plus ou moins 60 jours de battement. Donc si le promoteur estime qu'il lui faut 12 mois pour construire, vous mettez des pénalités qui commencent à partir de 14 mois. Et ensuite, les pénalités, ça peut être 0,01% du prix de la villa par jour. Donc ça fait, si je dis pas de bêtises, 0,3, logiquement 0,3% par mois. Donc vous êtes à peu près à 4% par année, quasiment. Et donc ça vous protège. En fait, ça vous donne une petite rentabilité sur l'argent que vous n'avez pas touché. Si la rentabilité à Koh Samui est bien plus haute que 4%, mais ça ça pénalise le promoteur. Ça fait en sorte que le promoteur ait tout intérêt, à vous livrer la villa en temps et en heure. Et donc ces pénalités de retard, c'est important de les mettre
mettre dans votre contrat de vente. Après, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que en généralité, même si le promoteur a du retard, vous avez peu de chances qu'il vous paye réellement ces pénalités, simplement parce que ce sera très problématique pour lui de le faire et que bien souvent, s'il faut aller à la cour, ça vaudra pas la peine financièrement d'engager une action civile contre un promoteur pour ce genre de choses parce que ça vous coûtera certainement plus cher que ce que ça vous rapporte. Donc c'est pas une protection absolue, c'est une petite pression qui marche sur les promoteurs honnêtes. Maintenant, pour moi, la chose la plus importante quand vous achetez en immobilier, c'est simplement de vous renseigner bien sur le promoteur qui vous vend, les constructions qu'il a fait dans le passé. Est-ce qu'il les a livrées à temps? Est-ce qu'il les a livrées en heure? La clientèle du passé a été satisfaite? Est-ce que tout a toujours été bien fait par ce promoteur? Est-ce que c'est une personne de confiance? Pour ça, j'ai toute une chaîne YouTube qui explique comment se protéger, comment bien choisir ses investissements immobiliers, comment identifier les bons promoteurs, comment faire une due diligence légale pour savoir que vous avez fait un bon investissement dans un cadre sécurisé, on va dire. Et donc, c'est le plus important au final, comme toujours, ça reste la relation de confiance, ça reste de trouver un promoteur de confiance en qui vous avez confiance, de qui vous avez déjà entendu du bien sur des expériences de clients dans le passé. Et puis après, il faut aussi savoir que en Thaïlande, moi, personnellement, je suis suisse, on n'a pas tout à fait la même culture au niveau du respect des délais, au niveau des priorités. Et c'est vrai que par exemple en Thaïlande, et je pense que c'est pour ça qu'on a souvent l'impression qu'ils sont plus heureux que nous, ils mettent pas forcément toujours le travail en priorité, la famille, les bons moments, la nourriture, vivre à l'instant présent, ce qui est d'ailleurs très bouddhiste, c'est phare chez eux, et c'est pas forcément des personnes qui sont autant carriéristes que nous. Il y a des personnes, quand je discute en Europe, qui ont tendance à confondre les Thaïlandais avec les Chinois et les Japonais qui ont une culture totalement différente. Les Thaïlandais ne sont pas autant émotionnellement impliqués dans le travail que nous, donc c'est aussi pour ça qu'ici il y a plus facilement des retards, et qu'en tant qu'Européens, on doit des fois apprendre à lâcher prise, parce que nous, on est plutôt du genre à faire un burn-out pour notre job. Un Thaïlandais va quitter son job bien avant de faire un burn-out. Ici, le taux de turnover dans Thaïlande de manière générale extrêmement haut. Faut savoir que dans un bureau en Thaïlande, si un manager parle mal à un employé, vous pouvez être quasiment sûr que l'employé le lendemain ne revient même pas. C'est des missions immédiates, sans forcément réfléchir à quel sera son prochain job. Il va pas forcément passer par tous ces schémas-là par lesquels passerait quelqu'un de Suisse, comme moi, qui va penser, je penserai à mon CV, je penserai aux conséquences, je penserai à mes factures du mois prochain. En Thaïlande, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ils ont une culture beaucoup plus légère. Je pense qu'ils se sentent aussi beaucoup mieux du coup que nous. Et donc, il faut aussi comprendre que des fois, c'est important d'apprendre à être patient et un peu plus tolérant quand on fait un investissement immobilier en Thaïlande ou n'importe quoi d'autre en Thaïlande. Quand on travaille en Thaïlande, simplement, il faut accepter la légèreté des choses. Les Thaïlandais disent toujours ça baille, ça veut dire tranquille, tranquille. Et ça fait partie de la culture. Et c'est pour ça aussi que il faut de base accepter, s'attendre à des petits imprévus, à un peu de retard. Mais ce qui est très important, c'est que les gens ici ne sont pas malhonnêtes du tout et que de manière générale, vous allez toujours bien finir, bien être servi. Les choses seront faites peut-être un peu en retard, mais elles seront faites quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous apporte des informations utiles pour vos investissements immobiliers. Je vous souhaite une très bonne journée. Il y a un petit PDF dans la description qui récapitule ce que j'ai dit et il y a aussi un lien pour prendre contact avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!